Vous écoutez le podcast des brouillards, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Bonjour tout le monde, je vous présente pour la première fois sur ce podcast une interview improvisée. Exercice nouveau pour moi, donc je vous prie de m'excuser d'avance du fait que je perds parfois mes mots. D'autre part aussi parce que j'accueille encore cette semaine une invitée de prestige avec qui j'avais déjà investi dans une entreprise il y a 4 ans. Il s'agit de Nelly Chatier-Diop. Elle est passée par des grands groupes de conseil tels que Accenture avant d'aller faire 3 ans et demi après un MBA dans l'optique d'avoir plus de responsabilités en entreprise et ainsi participer aux grandes décisions stratégiques. Nelly et moi parlerons dans cet épisode de data sciences, d'intelligence artificielle et du sujet très épineux de blockchain et crypto-monnaie qui font partie de ces domaines d'expertise. L'idée sera de vulgariser ces sujets-là et de voir l'impact de tout cela sur le monde du travail dans les prochaines années. Nelly fait aussi partie du board de 10 000 codeurs dont le président Douglas Biandou était mon invité la semaine dernière et elle nous parlera de la rencontre avec lui et de sa vision de 10 000 codeurs. On parlera enfin du projet de Nelly, du projet qu'elle a lancé il y a quelques mois. C'est un incubateur de start-up au Cameroun qui s'occupe actuellement de 3 startups, dont une qui a déjà un premier produit sur le marché. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Nelly. Bonjour Nelly, bienvenue sur le podcast, épisode un petit peu spécial. Ce soir, normalement, j'essayais de négocier une interview avec Nelly et puis elle m'a dit direct go, go. Donc, j'ai pas préparé l'interview, je le fais comme ça à l'impro, c'est un nouvel exercice pour moi. Donc, je m'excuse d'avance si il y a pas, si peut-être c'est pas comme d'habitude, mais peut-être ce sera mieux que d'habitude, la spontanéité et à voir. Donc Nelly, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, bonjour Guy. Merci de m'avoir comme invité sur ton podcast. Alors, que dire sur moi? Je m'appelle Nelly Chatué-Diop. Je suis née au Cameroun il y a 37 ans exactement. Ça ne nous rajeunit pas, 38 ans même. Ça ne nous rajeunit pas. J'ai grandi jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat dans la ville de Douala. Et suite à mon baccalauréat scientifique, je suis venue en France pour poursuivre un diplôme d'ingénieur en informatique que j'ai obtenu au bout de 5 ans. Et j'ai commencé dès lors à travailler dans la technologie et le monde et toutes ces applications dans la vie pratique. D'abord dans des grands groupes de conseil comme Accenture, puis au bout de 3 ans et demi, j'ai décidé de faire un MBA. Pourquoi ce choix à ce moment précis? C'est parce que dans l'exercice de mon emploi en tant qu'ingénieur en informatique, en tant que codeuse, je me suis très vite rendu compte que je voulais participer à ces réunions stratégiques dont l'issue était souvent la mise en place d'un projet informatique pour booster les performances de l'entreprise. Et je voulais avoir mon mot à dire dans ce type de réunion-là. Et il me manquait finalement les fondations business, les fondations finance, marketing, pour vraiment capter tout l'écosystème qui doit se piloter au niveau d'une entreprise et qui aboutit au fait de pouvoir prendre ce type de décision stratégique. C'est pour ça que j'ai fait un MBA, que j'ai fait à HEC Paris, et une deuxième année lors d'un échange à London Business School. Suite à mon MBA, j'ai changé de carrière.
c'était le but. Hein. Je suis passée très Mhm. rapidement par la banque d'affaires, comme banquier d'affaires à Londres, Mais avant ça, je te bien coupe. sûr. T'étais avec quelle boîte? C'était avec quelle boîte que avant de faire ton Accenture, MBA? la boîte de conseil Accenture. Et Accenture. du coup, lorsque t'as monté en grade, c'est toujours avec Accenture que t'as continué ou t'es parti dans une autre Je boîte? suis partie dans une autre boîte. Donc après mon MBA, je fais une courte période en banque d'affaires chez Crédit Suisse à Londres. Puis, en Mhm, fait, je cherchais une carrière qui me permettait d'allier finalement mon background très technique, très informatique que j'adorais, très mathématique, à de nouvelles compétences business, marketing, stratégie. Et j'ai trouvé ça au sein d'une petite entreprise, une PME à l'époque américaine, qui s'appelle Revenue Management Solutions, mhm. dont finalement la mission était d'apporter du conseil en pricing et revenu management pour des entreprises dont la restauration, les hôtels, euh, voilà. Donc j'ai exercé chez eux pendant 4 ans en charge de tout le business Europe de Mhm. l'Ouest. Donc avec des clients comme les plus grosses chaînes de fast-food au monde, je crois que j'ai pas besoin de citer. Et pour ces clients-là, en fait, j'apportais à leur comité exécutif. Donc mes clients, mes interlocuteurs étaient les CEO, les Chief Marketing Officers, les Chief Strategy Officers de ces chaînes de restauration-là. Et je leur apportais des conseils sur comment fixer, sur quel prix fixer pour quel produit, dans quel restaurant. Parce qu'il faut savoir que cela demande beaucoup d'analyses statistiques pour pouvoir prédire finalement l'influence du prix sur le consommateur et donc sur les volumes. Et j'ai fait ça, comme je le disais, pendant 4 ans. Tu te rends en fait. C'est pour ça que tu as précisé parce que même si c'est une chaîne de restauration, les comportements de consommation, par exemple, à Paris ne sont pas les mêmes Tout qu'à à Rennes. fait. C'est pour ça qu'il faut adapter à chaque fois par rapport aux conditions du terrain. Exactement. Et au-delà même de Paris et Mhm, Rennes, tu vas super loin. Enfin, tu vas trop loin, Guy. Je vais te donner une anecdote pour un de mes clients dans une grande capitale européenne, avait deux mhm, restaurants, l'une en face de l'autre, non en face de l'autre sur la même rue. Et en fait, on a réussi à vendre des produits plus chers dans un restaurant versus l'autre. Pourtant, il fallait juste traverser la route pour le client parce que pendant l'après-midi, c'était les mêmes produits en le fait. même produit, et parce que pendant l'après-midi, le soleil, l'un des restaurants était plus ensoleillé. Et en fait, finalement, les clients qui accordaient de l'importance à cet aspect-là choisissaient le restaurant le plus cher, et ceux qui étaient beaucoup plus price sensitive allaient dans le restaurant d'en face. Et en fait, on ne se rend même pas compte Tu qu'il as le y a détail. très peu finalement de clients quand on a une différence de prix assez minime pour que ça s'imprègne dans le cerveau des clients. Et il y a très peu de clients qui prennent finalement ces décisions-là uniquement basées sur le prix. Ça, c'est ce que mon expérience m'a permis de mémoriser, si je puis dire. Ah, top. Je vais un petit peu revenir en arrière, Nelly, si tu me permets. Bien sûr, Nous, on se connaît, pas personnellement, mais je dirais depuis 4 ans, 2015. tout à Euh, fait. Pourquoi? Parce que Nelly et moi, on a investi dans une coopérative, Agrovision à l'époque. Et c'était un groupe de, je crois, 50, près de 50 personnes, près Tout de à fait. 50 investisseurs. Et à l'époque, on se parlait pas directement, quoi. Et on avait un groupe où tout le monde communiquait. Et moi, ce qui m'a intéressé, et c'est justement l'objectif de cette interview, c'est le fait que j'ai fait une interview avec Douglas. Du coup, on enregistre cette interview qui va sortir dans 2 semaines, mais celle de Douglas, elle sort mardi de la semaine prochaine. Euh, Où, lorsque je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que tu faisais partie du board de Douglas.
Douglas Biondo, c'est le président de 10 000 codeurs, qui est, on peut le dire clairement, qui est une sorte de hub qui fait genre comme une messe qui vulgarise en fait le digital et qui montre à quel point ça va avoir un impact euh, dans tout ce qui dans le continent africain en termes de métier, en termes de nouvelles compétences. Et du coup, c'est ça qui m'a fait t'inviter sur le podcast parce que tu as des compétences en tout ce qui concerne les data science et aussi ton, l'une de tes passions qui est la crypto-monnaie. On va essayer de développer sur cette partie des data science au cours de l'épisode et en fonction du temps qu'on a, peut-être dans un autre épisode, on pourra parler aussi des crypto-monnaies. Très bien. Et tu peux me dire un petit peu euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé à entreprendre dans Agrovision dans cette coopérative? Oh là là, c'est une longue histoire. En fait, Agrovision pour toi, Guy, a commencé en 2015. Pour moi, l'aventure a commencé un peu plus tôt parce que j'ai rencontré Yvain Prince d'ailleurs, qui est le patron de Prince Foods, qui fait de super produits, tomates concentrées, piments, petits condiments qui sont fabriqués au Cameroun, 100% bio et distribués partout. Donc, je rencontre Yvain sous une plateforme du Camerounais sur Facebook, et il porte cette idée que je trouve géniale. C'est voilà, de monter cette coopérative avec un vrai impact sur l'économie locale. C'est une sorte de give back pour le continent, mais tout dans une stratégie d'investissement. Et on se retrouve à 10 membres du comité, à commencer à plancher sur l'idée, à créer un business model, à interviewer des experts agronomes, à commencer à construire un peu un pitch pour pouvoir embarquer et inspirer pas mal de jeunes de la diaspora comme nous. Donc, suite à ça, très vite, on organise une sorte de roadshow en Italie, on l'a fait à Paris, dans plusieurs villes d'Allemagne, et on réussit, comme tu l'as dit, Guy, à convaincre 50, Ouais, à 50 l'époque, autres moi, je personnes. pense que j'ai participé à c'est la réunion de Francfort. Francfort, ouais, c'était à Exactement, Francfort. Ouais. tout à fait. Et en fait, on faisait les roadshows ou physiques et ou virtuels. Donc, on réussit à embarquer 50 personnes motivées comme toi qui mettent un ticket à l'époque par tranche de 1 500 € dans cette aventure pour cultiver et commercialiser du maïs, des haricots, des condiments verts, voilà. Et c'est comme ça que Agrovision commence, et c'est comme ça que cette aventure continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et est-ce que avant Agrovision, tu avais déjà eu à lancer un truc, à monter un business ou tu étais focus genre dans les entreprises, dans les grosses boîtes pour lesquelles tu as bossé? Mon premier business, je l'ai monté à 12 ans au Cameroun. What? Je faisais des pop-corn caramélisés. Je les faisais faire par ma mère parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose à faire pour concurrencer les mamies qui vendaient des beignets haricots pendant la récréation. Donc, je faisais faire des pop-corn caramélisés que je vendais à 50 francs CFA à l'époque, à Petit Josse, à Petit Josse. Et en fait, c'est devenu tellement Petit Josse, puis lycée Josse. Et Mhm. c'est devenu tellement successful qu'à un moment donné, mes parents m'ont interdit de le faire parce que ils avaient peur que ça empiète sur mes études, parce que je me faisais pas mal de sous, et j'avais des précommandes, et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment de là que vient mon goût du business, parce que je me suis rendu compte que finalement, avec 1000 francs CFA, avec 2000 francs CFA, j'arrivais à monter quelque chose qui me rapportait 2, 3 fois plus. Après, à l'âge que j'avais, je ne factorisais pas encore tous les coûts, dont le coût d'énergie que Pouah. mettait ma mère et tout ça. Mais mine de Mhm. rien, ça me permettait quand même de pouvoir assurer une ration à la maison. Parce qu'à un moment donné aussi, mes parents ont eu des difficultés financières, et ce business-là a permis quand même pendant 3 à 4 mois
de payer la ration à la maison. Donc, c'est pas rien. Donc, après ça, mon aventure entrepreneuriale, comme je le disais, est un peu morte-née et j'ai continué dans les études. Et juste avant Agrovision, en fait, où c'était en même temps qu'Agrovision, j'ai monté avec des partenaires une boîte de pricing qui existe toujours. Hein. Donc, on a développé un outil qui permet à des personnes, des enseignes de grande distribution de pouvoir automatiquement avoir des recommandations de prix pour tous leurs articles en fonction de différents paramètres qu'on insère dans des modèles mathématiques. Adaptés suivant la catégorie du produit parce que je vais pas faire une recommandation de prix pour une boisson non alcoolisée versus des chips ou alors de la viande. Donc, on a vraiment des modèles très calibrés par rapport au type de produit, la quantité du produit, parce que le stock que le magasin a aussi doit impacter finalement le prix. Est-ce qu'on passe en promo? Est-ce qu'on peut se permettre c'est une innovation d'avoir un premium plus plus. Et cette entreprise-là, elle tourne toujours. Elle a été créée en France. Elle est basée à Lille. Donc, elle tourne toujours. C'est combien de personnes à l'intérieur? Aujourd'hui, c'est 6 personnes à plein temps. C'est 6 personnes à plein temps dans cette entreprise et plusieurs clients que ce soit en Asie et en Europe. Ouais, top, c'est vraiment intéressant ça. Et l'entreprise est rentable? Est-ce que vous avez... Oui, oui, oui. L'entreprise est rentable. Donc, elle a été fondée en 2015 aussi. Mhm. Et oui, et depuis 2 ans, l'entreprise est rentable. Et comment est-ce que tu réussis à faire toutes ces choses en même temps? Es, tu as des postes à responsabilité dans des grosses boîtes en même temps. Tu as Agrovision à côté. Moi-même, j'étais dans Agrovision. Je suis toujours, je sais à quel point on a des conversations, c'est des grosses prises de tête. Et en même temps, tu as cette autre activité à côté. Comment est-ce que tu réussis à gérer tout ça à la fois? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Et Et en plus, je sais pas si on peut le dire, tu as, t'as une famille. Alors, on parlait, tu me dis, tu as un bien garçon. sûr, tout T'as- à fait. J'ai 2 enfants, 2 garçons, 6 ans et 2 ans et demi. J'ai un mari extraordinaire. Je pense que déjà, ça, c'est la clé numéro une, hein, c'est d'avoir vraiment un partenaire qui finalement aussi accompagne, fait le job, n'est pas dans un mode familial très traditionnaliste où c'est à la femme, après une grosse journée de boulot, de faire encore 100% à la maison. Donc, on est vraiment des partenaires de vie. Mhm. Donc ça aide, ça aide énormément. La deuxième chose, je dirais, c'est la passion. C'est la passion. Ici aussi, il faut voir que mon investissement dans chacun des projets est à degré variable. Agrovision, quand je l'ai lancé avec Yvan et tout le groupe, c'était la priorité pendant 3, 4, 5 mois. Une fois que ça a été lancé, j'ai pu allouer finalement cette énergie plus plus à d'autres projets et venir de manière beaucoup plus périodique sur Agrovision. Là, on a parlé de Booper, l'entreprise de pricing, mais il faut aussi noter que, comme tu l'as dit, Guy, en ce moment, je suis Chief Data Officer chez Betclic. Et en parallèle, j'ai ouvert un incubateur au Cameroun en décembre de l'année dernière où on incube déjà 3 entreprises dans la blockchain ou le marketing digital. Voilà. Donc, c'est toutes ces activités-là, en fait, j'arrive à les faire. Et tu as mentionné aussi le board de 10 000 codeurs parce que c'est une histoire de passion. Ouais, top, top. Et quand on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler. Quand on est passionné, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3 heures qu'on consacrait à regarder des séries télévisuelles, on les regarde plus. Ça veut dire que au boulot, plutôt que de prendre 1 heure pour déjeuner, ben je vais pas déjeuner et pouvoir avancer sur d'autres projets ou finaliser plutôt mon travail chez mon employeur. Voilà, c'est des trade-offs qu'on fait finalement au quotidien et on se rend très vite compte qu'on peut toujours optimiser. Et c'est vrai que j'arrive au bout de l'exercice parce que ça fait quelques mois que je n'arrive plus à trouver du temps pour déjeuner. Donc là, je me dis, je peux plus rajouter quelque chose dessus.
Donc, à ta question, c'est très compliqué. J'ai optimisé au maximum en termes de télévision, en termes de, voilà, de hobbies autres que finalement tous ces activités entrepreneuriales. Mais j'arrive au bout de l'exercice, donc je prendrai plus rien d'autre pour le moment. OK. Bah, on va parler de tous ces sujets-là, 10 000 codeurs et aussi, l'incubateur, qui actuellement est en train de bosser avec trois startups. Mais avant, revenons un petit peu sur, cette transition entre, ton poste, de chief officer, tu as dit, pour, Chief, PetClick? chief, chief Data Officer. OK. Avant ça, tu disais que tu étais, après ton master, tu as bossé pour, Banque Suisse, tu es allé en banque d'affaires et ensuite, tu as bossé combien de temps là-bas? Ensuite, donc, chez Crédit Suisse, je suis restée 4 mois parce que je voulais rentrer sur Paris. Et quand je suis rentrée sur Paris, j'ai intégré Revenu Management Solutions, où j'ai finalement fait mes armes dans tout ce qui est pricing, revenu management, dans la restauration, comme je le disais. Et c'est vraiment, j'étais très bien positionnée à ce moment-là. On est entre 2007, 2008 et 2011. C'est vraiment le début de comment dire, de ce nouveau métier qu'est le pricing. Et je suis sur la place de Paris, et même en Europe, hein, parmi Mmh. les premières personnes qui sont expertes dans ce domaine-là. Donc très vite, je suis sollicitée par pratiquement tous les grands groupes qu'on peut imaginer sur la place de Paris. Donc, je décide de rejoindre le groupe Casino au sein de Franprix, Franprix Leader Price, où je m'occupe de monter, de monter Ah, je le comprends. département Je pricing. Désolé, je te coupe encore, Vas-y. ça devient une habitude déjà, mais bon. Quand je me baladais sur ton profil LinkedIn, j'ai vu, une recommandation du numéro un de Franprix et puis Tout je me à dis: «Mais fait, tout comment à c'est fait, possible? tout Comment est-ce à que ça fait, se comment est-ce tout que à c'est fait. possible une telle chose?» Là, je comprends, en fait. Tout à fait. Non, non, mais Jean-Paul Mochet, pour moi, était un mentor. J'ai eu une énorme chance dans ma carrière d'avoir des leaders extraordinaires, des managers extraordinaires qui m'ont inspiré, qui m'ont porté. Et Jean-Paul, il en fait partie. Il est à jamais gravé dans ma vie. Voilà, et je vais en citer d'autres hein, au fil de Mmh mh. l'interview. Donc Mmh. chez Franprix Leader, je suis restée 4 ans aussi. Donc, j'ai mis en Yes. place le département pricing. J'arrive, je suis toute seule dans ce département. Très vite, je commence à embaucher mes équipes. Et quand je pars, c'est une équipe de 14 personnes qui s'occupe non seulement de faire des recommandations de prix, d'accompagner la stratégie commerciale, de développer aussi des outils pour optimiser toute la logistique lors des promotions, quelle quantité de produits à commander pour quel type de magasin, de telle sorte que on optimise le flux finalement vendu pendant les promotions sans en voir trop de déchets à un magasin ou de non vendus. Donc finalement, je monte une équipe qui devient la plateforme tournante de la donnée au sein de Franprix. Donc je quitte Franprix pour rejoindre un autre leader inspirant qui est Régis Schulz, qui est aujourd'hui Mmh. numéro un chez Monoprix, mais qui était patron de Darty à l'époque. Donc, je rejoins Darty, pareil, sur un contrat similaire, essayer de monter une équipe pricing, de la dynamiser, de construire une vraie stratégie qui permet de Et à chaque fois, positionner c'est genre on vient te chercher ou tout c'est à toi fait. qui, Non, non, à chaque fois, on vient me c'est chercher. un En petit peu fait, comme, avec avec les équipes de foot, genre, c'est genre un transfert, genre Barcelone, Real et tout. ouais, on Je pourrait, me demande toujours comment ça se passe tout en à off fait. avec ces grosses boîtes. Parce que Ouais, pour l'autre boîte, tu rapportes déjà assez, quoi. tout à Comment, fait. comment ça se passe? Mais en fait, je pense que dans les illustrations un peu de mes intermèdes entrepreneuriaux, enfin, ton public, toi, vous pouvez déjà commencer à vous construire une idée de ma personnalité. Je suis ce que j'appelle un chasseur. Je suis pas un cultivateur. Donc, j'aime bien construire les choses. J'aime bien monter les choses. Et c'est vrai que chez Franprix, quand j'arrive et que je monte toute l'équipe, ça commence un peu à ronronner. Je commence un peu à me dire, en termes de moi, de croissance, je suis dans ma zone de confort. Et à chaque fois que je suis dans ma zone de confort, j'ai le sentiment que je ne grandis pas, que je ne grandis pas assez vite. Et je pense que la vie est tellement courte, on a le devoir d'aller au bout de ses limites.
Et c'est à ce moment que finalement, je deviens beaucoup plus ouverte aux appels de pied que peuvent me faire des chasseurs de tête, des recruteurs d'autres entreprises. Et il s'avère que pendant cette transition-là, j'ai rencontré, c'était en 2015, en 2015, l'équipe Darty, en fait, que ce soit le patron de Darty, Régis Souls, ou alors le DRH de Darty, Xavier Guéry, qui est maintenant chez Vivarpay. Mhm. Et c'est un coup de cœur. Et c'est un coup de cœur. Et en général, pour prendre cette décision de changement, j'écoute mon estomac, j'écoute mon intuition. Même si je suis beaucoup dans les données, et ça en surprendra beaucoup d'entre vous, je crois beaucoup Justement, au pouvoir de justement, l'intuition parce que je pense que le en cerveau parlant du humain, pouvoir de l'intuition, j'ai eu sur le podcast Nathalie Bertalon, tout à fait. qui Je est l'ai aussi écouté. entrepreneur. Ah Je, ouais, je elle, l'ai écouté, c'est un très bon podcast d'ailleurs. Je recommande. ouais, elle, c'est son truc là, le pouvoir de l'intuition, ce que tu peux faire juste avec ton intuition Tout à lorsque tu fait. sais l'écouter, en fait. Mais Donc, en je me fait, reconnais dans ce que tu dis. tout à fait. Et en fait, je pense que pour des décisions très simples du type est-ce que j'achète cette marque de chips versus notre marque, il faut utiliser sa rationalité parce que c'est des Mhm, décisions mathématiquement simples. Les variables sont très simples à quantifier, sont très simples à pondérer. Dès qu'on est mhm. sur des décisions complexes qui utilisent plein de facteurs, parce que quand on passe d'une entreprise vers une autre, il y a des choses qu'on peut mesurer, évidemment le salaire, tous les avantages financiers, mais il y a pas mal d'autres choses qu'on peut pas mesurer, c'est-à-dire la relation, Avec comment les dire, collègues. la relation qu'on va construire avec les collègues, la vibration, les énergies positives ou négatives qu'on ressent finalement de son futur patron, la culture d'entreprise qu'on peut pas appréhender, enfin, toutes ces choses-là qu'on appréhende finalement, c'est à fleur de peau, on les appréhende, mais on peut pas les quantifier de manière rationnelle. C'est comme ça que notre intuition, notre cerveau qui est hyper fort, en fait, qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe au monde, il arrive à factoriser tout ça et à nous envoyer un signal qu'on appelle l'intuition et qui nous dit va vers là. Et derrière, après, on rationalise la décision. Donc c'est comme ça que que je décide avec la boule au ventre parce que je quittais Jean-Paul, je quittais Franprix, je quittais une équipe extraordinaire pour rejoindre Darty. Et chez Darty, je fais 2 ans, 1 an et demi, et la Fnac rachète Darty. Donc la Fnac rachète Darty. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je change de patron et que finalement le contrat que j'ai fait, ces décisions que j'ai prises par rapport à des personnes avec qui je pensais faire un bout d'aventure, ce contrat-là, il n'est plus le même, il a changé. Et cette Ouais. nouvelle personne qui arrive, aussi smart qu'elle soit, aussi talentueuse qu'elle soit, je les connais pas. C'est pas avec elle que j'ai passé ce contrat-là, et c'est à ce moment que je rencontre mon employeur actuel et qui me propose un challenge encore plus gros que ce que j'ai eu par le passé, c'est de monter une équipe de data science avec tout ce que ça comporte d'analyse de données, de visualisation de données, d'intelligence artificielle dans un métier 100% digital. Et pour moi, c'est le rêve absolu. Je suis tellement honorée d'être même considérée pour ce type de challenge-là que j'accepte sans hésitation. Et c'est Vraiment intéressant. donc du coup après mon congé maternité du deuxième enfant, je rejoins Betclic pour justement mettre en place cette équipe-là et conduire l'entreprise vers une transformation digitale, quoi. Et là, on tombe dans le vif du sujet et j'ai une question plutôt crue. Est-ce que l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer tous ces boulots traditionnels? Parce qu'on écoute dans les journaux, dans l'actualité, et les gilets jaunes, tout ça, les gens, ils ont peur. Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce qu'on va perdre nos boulots? Est-ce que nous, les gens d'en bas, les petits ouvriers, les gens qui font des boulots répétitifs qui pourront potentiellement être automatisés par des robots et aussi notamment grâce à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va perdre nos boulots? Je pense, comme toute nouvelle technologie, il y aura des boulots qui vont disparaître, il y a d'autres qui vont être créés.
Je ne pense pas que, enfin, comment je le mettrais? Je prends une application de l'IA, par exemple, en médecine. On se rend compte que quand on fait un bon modèle d'intelligence artificielle, en l'entraînant assez, par exemple, avec des radios de patients qui ont un cancer, les modèles arrivent très bien à diagnostiquer les cancers, beaucoup mieux même que des médecins experts qui ont fait plus de 15 ans d'études. Et la machine arrive de mieux en mieux aussi à prescrire le traitement le plus adéquat pour tel type de cancer et tel type de patient. Euh, mais demain, dire que ça va remplacer complètement Le médecin, il va perdre son boulot demain. le médecin, non, je ne crois pas. Je pense que le médecin, il fait bien plus que diagnostiquer. Et d'ailleurs, si peut-être on arrive à amoindrir cette partie diagnostic, le médecin peut jouer encore plus son rôle d'accompagner le patient, de prendre du temps pour construire ces relations-là avec le Mhm. patient et l'accompagner plus facilement et avec plus d'efficacité vers la voie de la rémission. Parce que tout comme aujourd'hui l'effet placebo existe sans qu'on arrive à savoir comment ça marche, je pense aussi que très souvent, si on prend le même patient avec deux médecins différents, avec le même traitement, parce qu'il a conçu une relation particulière avec l'un des médecins, il arrivera à guérir plus facilement. Et malheureusement, aujourd'hui, souvent, les médecins n'ont pas ce temps-là à consacrer à établir cette relation. Donc, je pense que finalement, l'IA permettra de nous rappeler ce qu'est notre humanité et d'utiliser encore plus notre humanité avec les autres autour de nous et de laisser finalement à la machine tout ce qui est répétitif et n'apporte pas forcément de valeur ajoutée. Après, ça a l'air assez naïf. Évidemment qu'il y aura des métiers qui vont disparaître, tout comme avec la révolution industrielle, il y a beaucoup de métiers autour de l'agriculture qui ont disparu. Mais il ne faut pas se mettre aussi uniquement sous le prisme de l'Europe. Il faut penser, par exemple, en Afrique. Au Cameroun, il me semblait avoir lu qu'on avait 50 experts, je ne sais pas si c'était en radiologie ou cardiologie sur tout le territoire. Et je me dis, mais pour 25 millions d'habitants, comment on va s'en sortir? Donc l'IA aussi, c'est une belle promesse pour tous ces pays-là, finalement, qui n'ont pas ces ressources-là et qui pourront s'appuyer peut-être demain sur des algorithmes mis à disposition via des interfaces qui reviennent beaucoup moins chers sans avoir besoin d'avoir des gens qualifiés sur place. Pensons à nos zones rurales. Je pense en Afrique, en Asie. Le monde ne se limite pas à l'Europe occidentale développée et aux États-Unis. Il y a tous ces milliards d'êtres humains qui pourraient demain, grâce à la technologie, avoir accès justement à la même qualité de soins ou d'autres applications, d'autres use cases qu'on n'imagine pas encore. Et il y a des choses aussi qui demain deviendront possibles parce qu'on a l'intelligence artificielle et qui n'étaient pas possibles aujourd'hui. Bah, du coup, pour amener tout ça, par exemple, à un continent comme le continent africain, euh, comment est-ce que tu vois cette technologie dans les prochaines années? Quel impact pour avoir ces data science sur le développement, que ce soit dans la partie tech ou euh, et aussi dans les rapports humains sur le continent africain? Ben, déjà sur le continent africain en lui-même, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois les modèles qu'on entraîne ici, en Europe, on a encore très très peu de données qui viennent vraiment du continent africain. Il faut savoir que nos grosses entreprises fonctionnent encore beaucoup avec du papier. Enfin, voilà, l'IA, ça mettra du temps à être comment on dit, pertinent, le plus adapté possible à nos réalités locales pour moi. Ce que tu veux Euh, dire, c'est qu'il faut assez de data et... C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec des gros mastodontes comme les Google, Facebook, qui se démocratisent, eux, ils commencent à récupérer des données des utilisateurs africains, qui ont construit des modèles. Mais je pense que l'IA adaptée à l'Afrique devra se construire avec les Africains. Et c'est pour ça que je vois d'un très bon œil toute cet écosystème Africatech commence à se développer
avec des jeunes brillants. Tu as interviewé récemment le fondateur de Dipo. Il y a Olivier Madiba de Kiro Games qui est en train de lever pas mal de fonds. Voilà, il y a Ouais, je crois énormément, il est à près de, je crois, plus de 200 000 trois dollars cent déjà, mille je pense. trois cent 300 mille 000. Ouais. dollars. Voilà, il y a énormément de jeunes talentueux au Sénégal, au Rwanda, en Angola, qui commencent à développer des startups tech. Et grâce à ces applications-là, demain, je pense qu'on va pouvoir avoir de plus en plus de données sur les clients, comprendre c'est quoi un client. J'aime pas dire africain parce que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. On oublie que l'Afrique, c'est un continent qui peut héberger en son sein toute l'Europe, tous les États-Unis, et il reste encore de la place pour mettre la Chine. C'est un continent énorme. C'est un continent énorme. Il y a autant de différences entre moi, camerounaise, et un Togolais qu'entre un Français et un Suédois. Donc, arrêtons de dire l'Afrique. Mais grâce à toutes ces applications, toutes ces jeunes tech qui se développent, je pense qu'on pourra commencer à avoir pas mal de données et commencer à penser à des use cases et intelligence artificielle qui rendent service à nos populations locales. Après, une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, des applications comme dans la médecine, évidemment, tout de suite, Ouais, on dans peut la les mettre médecine, je on peut crois, les mettre à il disposition. y a un qui est très bien connu, j'ai oublié comment le fondateur s'appelle. C'est Tulip Technology, je sais pas D'accord? si tu connais. C'est, j'ai complètement oublié comment il s'appelle. Je D'accord? vais chercher, je mettrai en commentaire le nom et le Très site bien. internet. Ils ont créé genre une solution comme ça qui permet genre de scanner, euh, de te scanner complètement. Oh, ça va me revenir. D'accord, Je vais très bien. checker puis je vais te dire. Tout Ouais, à pour fait. revenir à ce que tu disais, ouais. C'est ça. Donc, dans la médecine, dans l'agriculture aussi, je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui mettent des capteurs dans les terres, qui récupèrent des données avec des drones et qui analysent toutes ces données-là avec des algorithmes et qui arrivent à faire des recommandations aux agriculteurs sur il est temps d'arroser, il y a peut-être une maladie qui se développe sur les plantes, il faut peut-être mettre de l'engrais, des pesticides. Donc, oui, évidemment, il y a des applications qui vont tout de suite permettre d'aider le continent, mais je reste persuadée que les applications qui vont le plus impacter l'Afrique seront développées en co-construction avec nos entrepreneurs sur place, évidemment. Je propose qu'on passe qu'on passe sur l'incubateur que tu as monté. Mais avant, est-ce que on pourrait parler un petit peu pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est quoi les crypto-monnaies? C'est quoi la crypto en fait? Oh là là, c'est si je J'imagine qu'il y a bien ma sûr. grand-mère qui écoute et puis tu dois trouver des mots avec lesquels elle pourrait. Bien sûr. Si je dois résumer en une seule phrase, c'est de dire la crypto-monnaie, c'est la monnaie d'Internet. Si je dois le résumer de manière hyper fastoche, euh, comment l'illustrer de manière encore plus simple. Imaginons qu'aujourd'hui, la révolution qu'apportent les crypto-monnaies, je vais prendre une analogie. Imaginons, on est en 1990 et on parle des emails. Et tout le monde se dit, mais les emails, est-ce qu'on a besoin des emails? On a la poste, on a les courriers, on a les fax. Et quand J'étais pas encore né, mais je peux imaginer. voilà. Et en 1990, je crois qu'il y avait 1 million de fax qui étaient envoyés par jour dans le monde. Donc, les personnes, dans leurs rêves les plus fous, se disaient, ben, il y aura sûrement 1 million, peut-être, voilà, si on peut le business model, 1 à 2 millions d'emails à terme aussi envoyés par jour. Et aujourd'hui, en fait, il y a 300 milliards d'emails qui sont envoyés tous les jours. Donc, il faut montrer à quel point, finalement, Internet a totalement révolutionné le transfert d'informations. Aujourd'hui, les crypto-monnaies et les blockchains publics sont appelés à révolutionner ce qu'on appelle le transfert de valeur. Euh, Aujourd'hui, il y a à peu près 4 milliards, voire plus de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des services financiers.
parce qu'elles ne sont pas considérées assez rentables par les banques. Mhm. Parce que quand on veut ouvrir un compte en banque, il y a ce qu'on appelle le KYC et AML, Know Your Customer, Anti-Money Laundering. Et pour ça, il faut déjà avoir une Tu carte peux me dire ce d'identité. que c'est, ça représente quoi en termes de, pour nous, en tant que nous humains, c'est quoi, c'est une valeur, c'est quelque chose qui nous, avec laquelle on nous catégorise avec cette entité, qu'est-ce que c'est exactement? Non, en fait, la crypto-monnaie, c'est l'équivalent, c'est une monnaie, c'est Non, un moyen de je parle paiement. pas des crypto-monnaies, je Oui. parle de ces éléments que tu as cités Du pour KYC, du POS, KYC ouais. et AML. Le KYC, c'est l'abréviation de Know Your Customer. En fait, à chaque fois quand on veut ouvrir un compte bancaire, on nous demande notre carte d'identité, on nous demande des informations de résidence, où on habite, on peut nous demander nos fiches de salaire. Et, Mhm. si on se met dans le contexte en Asie ou en Afrique, évidemment que ce n'est pas un système financier adapté pour ces populations-là. On a encore énormément de personnes qui n'ont même pas de carte d'identité parce qu'elles habitent dans des zones rurales très remotes. Ça veut dire qu'elles sont totalement blacklistées de l'écosystème Ouais. financier mondial. Avec les crypto-monnaies, on peut être à Ebolova, à Garoua, et pouvoir recevoir du paiement pour des marchandises qu'on vend grâce à Internet. On peut vendre ces marchandises depuis Ebolova à quelqu'un qui est à New Delhi, en Inde, et lui envoyer des sous sans passer par un intermédiaire bancaire qui va prendre énormément de frais de manière instantanée. Et la première crypto-monnaie qui a été développée s'appelle le Bitcoin, qui existe depuis 2008 grâce à Mhm. Satoshi Nakamoto. Et depuis lors, aujourd'hui, il y en a plus de On ne sait 2000. pas s'il existe vraiment, il y a tellement d'histoires par rapport à ce Exactement. personnage, On ne sait pas ce japonais. si c'est un homme, une femme, un Si c'est un japonais, groupe, si un groupe c'est... de personnes, si c'est la NSC, on ne sait absolument rien. Mais c'est un cadeau finalement qu'il a fait à l'humanité. Pour la première fois, on a une monnaie qui est non censurable. Ça veut dire que aucun gouvernement ne peut venir confisquer mon Bitcoin. On a une monnaie qui est totalement décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune entreprise qu'on peut venir fermer et tout d'un coup, le Bitcoin s'effondre. On a une monnaie qui est en peer-to-peer. Ça veut dire que Guy, toi et moi, demain, on peut décider de faire une transaction financière sans avoir besoin d'intermédiaires. Donc, en termes de coûts, c'est phénoménal. En termes de liberté, en termes d'inclusion financière, c'est une vraie révolution. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que, en même temps, par exemple, c'est l'argument que les banques traditionnelles utilisent, et les risques de fraude, et les gens qui font, par exemple, des, les terroristes et tout ça, qu'est-ce que tu, par rapport, c'est parce qu'il y a cette liberté, mais cette liberté, c'est à double tranchant, en fait. Moi, je dirais que ce sont les mêmes arguments qu'on entendait en 95, en 98 sur Internet en disant qui va vouloir utiliser ça, c'est les gens qui font de la pornographie, c'est les drug dealers, c'est les terroristes. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens l'utilisent pour se transférer des milliards de photos de chats qui sont mignons. Donc non, évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont utiliser ces nouvelles technologies à des fins malfaisantes, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de personnes qui l'utilisent à bon escient et donc ça va changer la vie de manière radicale. Aujourd'hui, la monnaie principale utilisée pour le terrorisme, c'est le dollar. Donc, quand Pablo Escobar, je ne sais pas si vous avez vu les séries Narcos Oui, bien sûr, ou son Narcos, histoire, grosse série. voilà, il enterrait des billets, il enterrait des milliards de dollars. Je suis pas sûre Ouais. qu'aujourd'hui, voilà. Et en plus, les crypto-monnaies, ce sont des blockchains publiques. Ça veut dire que toutes les transactions finalement sont visibles. Elles ne sont pas, c'est pas quelque chose d'anonyme. Donc, Et les validé par d'autres ordinateurs tout à fait, qui tout à forment un fait, réseau tout à fait, commun. tout à fait. Ouais, c'est top. Et du coup, d'où est venue l'idée en fait de monter cet incubateur? Est-ce que les trois entreprises qui sont incubées font principalement essentiellement dans les cryptos ou alors des Oh produits non, dérivés de crypto? non, 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 non. Il y en a une qui est plutôt dans le développement des outils,
des process un peu pour des process web pour faciliter Mhm. finalement le développement de sites web, d'applications pour des entreprises locales. Il y a une deuxième entreprise qui, elle, est spécialisée dans la blockchain et qui est en train de développer un prototype pour faciliter l'accès aux crypto-monnaies aux populations de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Mhm. Et la troisième entreprise, c'est une entreprise qui développe une plateforme en fait pour euh, créer des vidéos de marketing avec en 3D, 2D, avec une Genre scénographie comme vidéo Skype. je ne connais pas Vidéoscribe, mais avec une scénographie finalement inspirée de la scénographie africaine, avec des icônes très Hmm. africaines. Vidéo Skype, c'est un logiciel qui fait des vidéos du genre, tu vois, il y a une main qui écrit, qui décrit tout ce que. Il y a une voix off derrière et tout ce D'accord, que la voix off dit derrière, tout à fait. ça Mais se schématise. c'est quelque chose de similaire. Et d'ailleurs, je peux parler parce que ce produit, pour le coup, il est fini. Le CEO, le porteur du projet s'appelle Jovial Douala et son équipe, son entreprise s'appelle Plus Pointe Smart Draw. Donc, On va mettre les liens en description encore, hein, donc tout à tu peux. fait. Tout à Mhm. fait. Donc ça va être lancé bientôt. C'est un jeune hyper talentueux qui, il y a 2 ans, faisait partie du top talent de Forbes 30 Under 30. Donc Mhm. les 30 plus talentueux africains en dessous de 30 ans. Et qui a monté, c'est une plateforme qui tourne. Et là, il est en train de la donner à un niveau supérieur. Donc voilà. Et en fait, cet incubateur-là qui s'appelle Zingalab, et je suis en partenariat avec Amazon dessus. Donc, toutes les entreprises incubées chez moi ont accès à la plateforme cloud d'Amazon avec ce que ça représente Ah, aussi. sont hébergés chez Amazon. Voilà, tout à fait. Et à titre gracieux, parce que c'est Amazon qui accompagne aussi finalement sur le plan technique aussi toutes ces entreprises-là. Mhm. Donc ça montre aussi que finalement que l'Afrique intéresse les grosses structures. Les grosses, ouais. Et je suis toujours ébahie complètement comment dire, en admiration devant ces jeunes qui finalement sont restés sur le continent et qui arrivent à me parler du cloud aussi bien que mes équipes qui sont ici en France et qui ont fait plusieurs années d'études dans des structures beaucoup plus organisées. Et on se rend Mhm. compte que le côté très débrouillard et dans ton Justement. podcast, voilà, le côté très débrouillard de, de nos jeunes, c'est ce dividende démographique-là sur lequel l'Afrique est assis et ce pourquoi Douglas, moi et plein d'autres personnes dans 10 000 codeurs, on se bat pour que ce dividende-là nous permette de devenir vraiment le poumon de l'industrie numérique de demain. Top, top, top. Et c'est ma petite contribution. Mm. Et comment l'incubateur, comment t'es venue l'idée? Tu pars de quoi avant de monter cet incubateur? En fait, je pars d'un désir d'aider, d'accompagner des jeunes, de mentorer, de coacher. Je le faisais déjà on and off, mais je pars d'un désir d'organiser tout ça, de pouvoir aussi me servir de mon réseau que j'ai ici pour servir finalement de pont entre le réseau que je peux avoir, l'accès que je peux avoir à des personnes très haut placées ici en Europe et l'énergie que je sens, la volonté de bien faire les choses que je ressens quand je vais au Cameroun. Et il me vient l'idée, je l'appelle plus pépinière qu'incubateur parce qu'on en a encore qu'au début, il me vient l'idée de créer cette structure, de commencer à construire un deal avec Amazon et d'accompagner finalement des startups, pas trop au début, parce qu'il faut aussi que je me fasse un peu la main avec l'équipe qu'on a sur place. Est-ce que tu as Euh, pensé direct à l'incubateur ou tu voulais partir sur genre un projet perso et tu as vu que peut-être tu pourrais pas rester longtemps au niveau opérationnel, alors il fallait trouver des talents peut-être qui pouvaient porter ces projets et toi tu devais être derrière un petit peu comme
ce que Douglas appelle la grande sœur qui pousse comme ça, qui push avec cet incubateur Ouais, tout ces à porteurs fait. de projets-là. Tout à fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, plutôt que, comme tu l'as dit, hein, la journée n'a que 24 heures, et plutôt que de me lancer, de consacrer toute mon énergie à un seul projet, je me suis dit, peut-être je pourrais justement dispenser ces conseils-là, cet accompagnement à un plus large spectre de projets. Et moi, j'apprends beaucoup aussi. Hein. Faut pas s'imaginer Mhm. que je ne vais pas avec un esprit paternaliste, un esprit grande sœur qui sait tout, qui va tout vous apprendre. J'apprends énormément de ces jeunes-là. J'apprends énormément, je grandis avec eux, je suis exposée à des problématiques qui me sont aussi souvent assez surprenantes. Je veux dire, c'est Rebecca Enanchamp qui disait quand un entrepreneur veut créer sa structure en Occident, il va s'incorporer, il commence à réfléchir à la technologie, aux talents qui vont l'accompagner. En Afrique, on doit se demander comment je fais pour amener l'eau, comment je fais pour gérer les pannes d'électricité, Ouais, ces problèmes basiques. c'est-à-dire, avant même d'arriver aux produits techniques qu'on développe, on est déjà devenu expert en forage, expert en groupe électrogène, Ouais. expert en Ça a antenne l'air pour anodin optimiser. parce Oui, qu'il y a plein de personnes aussi en Occident qui écoutent. Ça a l'air anodin comme ça, mais ce sont des réalités du terrain, en fait. Quand tu arrives, il y a la problématique principale pour laquelle tu y vas, la solution que tu veux créer, mais à côté, il y a des réalités qui sont pas pareilles qu'ici, comme par exemple le délestage. tout à Je fait. sais, c'est peut-être un petit peu hum, surprenant peut-être pour ceux qui sont ici, mais ce sont des réalités de là-bas. Il faut faire avec ça, en fait, lorsque tu veux Tout à porter un fait. projet. Raison pour Tout à laquelle il y a fait. plein de la diaspora, plein, lorsqu'ils arrivent, ils se découragent dès le départ parce que Tout à ils fait. se disent ils sont en train de partir sur, je sais pas, soit une capitale européenne ou ils doivent monter un projet comme ils ont l'habitude de le faire en Occident, que c'est pas pareil. Tout à fait. Et en plus, il y a aussi le manque de financement sur place. Hein. Il faut avouer que nos jeunes ont des idées, mais il y a un problème de confiance, de confiance des investisseurs dans leur capacité à matérialiser leurs idées. Il y a un problème aussi parce qu'en Afrique, il y a des personnes très fortunées, mais qui n'investissent pas elles-mêmes dans l'écosystème. Peut-être parce elles ne sont pas formées. Donc, il y a pas mal de Mhm. groupes angel investors qui sont en Business train de Angel. se mettre, voilà, business qui sont en train de se mettre en place dans tout le continent. Donc, au Cameroun, celui qui est porté par Rebecca Enancho, qui par ailleurs a ouvert à l'un des plus gros coworking space, incubateur qui est Active Space. Et je respecte énormément le travail extraordinaire qu'elle fait. Et je pense que des gens comme elle commencent et c'est aussi elle qui accompagne notamment Kiro Games dans sa levée de fonds, commence à mettre Mhm. l'Afrique sur la carte mondiale, à dire il y a des choses à faire. Ce sont des investissements. En tant qu'investisseur, on sait que les investissements sont risqués. Ils sont peut-être un peu plus risqués qu'en Afrique, mais les valorisations de nos entreprises tiennent compte de ce risque-là. Et comme on dit en finance, higher risk, higher reward. C'est clair, je Donc il faut partage aussi, complètement. voilà, donc il faut aussi que notre diaspora qui envoie des milliards, je regardais l'année dernière, je crois que plus de 50 milliards ont été envoyés par la diaspora en remittance en Afrique de l'Ouest et centrale. S'il ne serait-ce que 1% de cet argent était redirigé vers nos entrepreneurs, vers nos startups locales, je pense que oui, il y aurait peut-être 10 qui échoueraient, mais il suffit d'une qui réussit et qui devient une Qui devient très gros. licorne. Voilà, exactement pour voilà toutes ces mentalités aussi d'investissement. Donc créer une pépinière, un incubateur, c'est le départ, c'est aider finalement nos jeunes à structurer leurs idées, mais derrière, très vite, il faudra qu'ils se montent encore plus de structures pour les accompagner vers la levée de fonds, pour accompagner des personnes qui ont les moyens en local de faire des investissements, à comprendre comment investir, quelles questions poser, pourquoi investir, et aussi notre diaspora qui a un fort rôle à jouer dans tout cet écosystème-là. Top. Du coup, c'est quoi les projets pour 2020, par exemple? Là, t'as trois entreprises qui sont déjà incubées. Tu as une startup notamment qui est en train qui s'est déjà lancée Mmh. complètement. Mmh. Celle qui fait les vidéos avec j'imagine avec des schémas qui sont des schémas locaux, avec la culture locale pour Tout que à les gens fait. puissent s'identifier.
à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et tu veux aller à un rythme comme ça de 3 startups par an ou ça va évoluer au fur et à En, mesure? en fait, je planifie pas. Comme je l'ai dit, pour ce type de décision, je me laisse porter par mon intuition, par les belles rencontres que je peux faire. Je serai au Cameroun cet été. Je compte monter plusieurs meet-up autour, que ce soit de la blockchain, que ce soit des meet-up autour de l'investissement. Donc voilà, je suis ouverte un peu à tout. Je me laisse porter par les rencontres que je peux faire et par le temps disponible aussi et j'aviserai. Donc, j'ai pas un plan figé par rapport à ce que je veux Hmm. faire. Je suis juste portée par mon envie d'aider au maximum, d'avoir un impact positif. Et comme ça vient de quelque chose de positif, en général, il y a des belles opportunités qui se présentent et qui me conduisent vers un futur que je n'aurais même pas imaginé si j'avais essayé de le planifier. Donc ça sert à rien. Et est-ce que, du point de vue opérationnel, tu as une équipe sur place qui organise tout ça? Je dis juste sur la partie incubateur, je parle pas de Bien ceux sûr, bien sûr, des équipes bien sûr. des entreprises. La personne sur place, ma personne de confiance, c'est un jeune tech extraordinaire qui s'appelle Abdelaziz Joya Pokam. Voilà, c'est lui qui gère un peu tout pour se place et qui jongle entre sa dernière année d'ingénieur en informatique, sa propre start-up et l'incubateur. Mais voilà, c'est la rencontre que j'ai fait avec Abdel il y a un an qui m'a conduit à mettre tout ce projet-là en branle. Je n'avais pas l'idée l'été dernier, quand je suis allée en vacances au Cameroun, de monter ça. Et en fait, j'ai fait cette belle rencontre avec ce jeune dont le talent m'a bluffé et je continue d'être en admiration devant tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il sait faire. Et c'est de fil en aiguille que nous avons décidé de monter ce projet-là. Il y a une troisième personne dans ce projet d'incubation qui est un ami à moi de longue date, qui est un entrepreneur qui est basé à Los Angeles, dans les effets spéciaux, donc rien à voir, et qui est un amoureux de l'Afrique aussi, et qui a toujours voulu faire des choses sur le continent. Donc, on s'est mis tous les trois, et on s'est dit que c'était sympa de représenter finalement ces trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, au sein d'une structure. Et du coup, on accompagne finalement les jeunes avec des mindsets totalement différents. Ah, c'est top, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de voir la suite de tout ça et puis d'aller un petit peu, pourquoi pas, d'ici quelques temps, peut-être quelques mois ou je sais pas, ou un an, aller vers les 3 premières entreprises, histoire de faire un follow-up avec les différents CEO et Bien je sûr, pense on pourra apprendre beaucoup, beaucoup de ces startups-là et potentiellement et tirer des conclusions pour mettre en application dans ses propres activités. tout à Est-ce fait. qu'on peut revenir un petit peu sur 10 000 codeurs? C'est quoi aujourd'hui ton rôle dans 10 000 codeurs? D'abord, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de 10 000 codeurs? C'est quoi 10 000 codeurs? Même si dans l'épisode avec Douglas, ils auront déjà assez d'infos. Oui. Donc 10 000 coders, c'est une communauté d'experts bienveillants dans la tech, le business et tout ce qui est soft skills de leadership, dont le but premier finalement est d'accompagner, de former les jeunes et les femmes du continent africain pour leur permettre d'acquérir des compétences dans le digital et de favoriser leur insertion. Donc, on essaye, grâce aux carrières du numérique, d'apporter les outils à nos jeunes et à nos femmes afin qu'ils puissent s'insérer dans le monde de demain qui sera technologique. Ah, top. Et aujourd'hui, c'est quoi? Tu es opérationnel dans 10 000 codeurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis dans le board de Jimmy Coder, donc dans le board décisionnel, et je m'occupe de tout ce qui est partenariat et innovation. Ok. Et comment est-ce que tu entres dans une telle structure, dans ce gros truc-là? Parce que c'est quelque chose de gros aujourd'hui.
Oui, bon, déjà 10 000 codeurs, c'est la vision de quelqu'un qui est une bouffée d'énergie, Douglas, qui met en place Tu le 10, connaissais avant? 10 000 codeurs en 2015. Et Douglas, je fais sa connaissance il y a un an à peu près. Je fais sa connaissance parce qu'à l'époque, je me dis, je fais la data science, l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des compétences dont l'Afrique a besoin. Comment faire en sorte de pouvoir sensibiliser les jeunes à ces carrières-là où il y a énormément de demandes. Mais même ici en Europe, même aux États-Unis, on a du mal à trouver des gens compétents. Et en naviguant sur Internet, je tombe sur l'initiative d'Inicoder. Je contacte Douglas, qui est toujours très approchable, toujours porté par son envie d'aider. Et je lui dis, Son écoute Douglas, énergie. tout à fait. Écoute Douglas, j'ai cette idée-là. Je vois que tu as fait pareil pour le web development. Comment on monte quelque chose comme ça? Et il me dit, mais Nelly, c'est extraordinaire, tu m'appelles exactement au moment où je me disais, je veux faire au-delà du coding web mobile. Je pense que les carrières du numérique sont immenses. On a du test, on a du l'UI, l'UX, et data science. Donc, pourquoi tu ne me rejoins pas dans mon aventure pour qu'on essaye de faire quelque chose ensemble? Et moi là, près de prime abord, je me dis ouais, mais moi je veux avoir ma propre organisation. Voilà, c'est le côté un peu très, c'est l'ego qui parle, de se dire ah, et moi j'aimerais avoir mon truc. Mais bon, après, comme je suis pas portée dans mes décisions quotidiennes par mon ego, 30 secondes après, je me dis, mais of course, évidemment que c'est Ouais, plus c'est on pas est con. nombreux, plus on est nombreux, plus Plus on est fort. on est fort et je me dis, je le sens bien ce type. Il a une bonne vibration. Je pense qu'on peut bosser ensemble. C'est un orateur. Voilà. C'est comme c'est un petit peu vulgaire chez nous, c'est un petit peu comme un pasteur chez nous. Il Tout te à parle, fait. t'as l'impression il te prêche le code. Tout à fait. Tout à C'est une fait. délicieuse personne. Tout à fait. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à bosser avec Douglas voilà, et avec d'autres personnes extraordinaires dont il a cité le nom, j'imagine, pendant le podcast. Voilà. Ouais, ils sont très nombreux. Il y a d'abord son pote de longue date, le Redouane, nom Redouane, ouais. tout à Lui, fait. il y avait 10 000 codeurs au départ, il y avait rien, il y avait même pas, il y avait rien. Et le Il y avait mec, il a juste, directement fait confiance c'est ça. et ouais. Donc, je recommande fortement hein, le podcast, allez l'écouter. Il est sorti avant celui-ci, donc vous allez juste sur le podcast Moi précédent et aussi. Et puis. abonnez-vous à la page 10 000 codeurs sur LinkedIn. Mhm. Abonnez-vous à notre Twitter handle, à 10 000 codeurs. Il y a énormément d'informations, il y a énormément de belles choses qui sont partagées. En ce moment, on est en train Mhm. de créer des ponts avec Andela, pour ceux qui connaissent, qui vient de lever 100 millions de dollars, notamment de l'organisation Venture Capital de Serena Williams. Serena, hein, en France. On est en train de créer des ponts avec Gebeya, qui embauche aussi de talentueux développeurs. Donc voilà, c'est vraiment une organisation panafricaine. Et quand on dit qu'on est panafricain, dit Nicodeur, c'est pas qu'on est juste des Camerounais qui se disent panafricains. Dans le board d'Inicodeur, ça va de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique tout en bas, tout au sud. Donc vraiment, on représente vraiment dignement les 54 pays, les 54 nations qui composent l'Afrique. Et on pense vraiment qu'on va réaliser notre objectif de pouvoir former 10 microdonnes dans chacun de 54 pays. Il faut savoir que la Chine, à date, a 2 millions de développeurs en iOS, uniquement en iOS. Donc, quand on dit qu'on veut former 540 000 développeurs en Afrique, il faudrait 10 organisations comme 10 000 codeurs pour pouvoir atteindre ne serait-ce que la Cet objectif, cheville c'est gros. du niveau de la Chine, quoi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ah, c'est vraiment top. Euh, c'est quoi tes petits secrets pour mieux bosser? Tu as des soupapes comme ça dans la semaine? Comment tu fais pour t'organiser? Des outils spécifiques, des applications? Comment tu fais pour, pour avoir ce punch pour faire ces 10 000 projets que tu fais en même temps? Bon, déjà, il y a
il y a un outil qui est endogène, hein, qui est pas, c'est la passion. Déjà, il faut choisir des choses pour lesquelles on est passionné. On peut pas se forcer à faire des choses parce que les autres le font, parce que ça fait bien, parce que ça flatte son ego. Ça marche pas. Déjà, il faut être passionné. Ensuite, quelque chose, et je vais faire quelque chose que les gens me disent, trait de caractère que j'ai, mais moi je ne le vois pas de l'extérieur. Donc, en général, quand j'ai une idée, le temps entre l'idée et l'exécution est très court. Donc, Mhm. et souvent, beaucoup de gens adorent parler, mais ne font pas grand-chose. Donc quand je n'ai qu'une parole, quand je m'engage sur quelque chose et je me dis j'ai envie de faire ça, je vais à minima tester, quitte à abandonner très vite, mais je vais tester et très vite. Je vais pas, voilà. En mode Ensuite, ligne, tout simplement, histoire ouais, tout de... à fait. Ensuite, je pense aussi que c'est toujours ne jamais oublier que quel que soit ce qu'on fait, euh, la créativité, les idées finalement qui propulsent quelle que soit l'activité arrivent à tout instant. Donc, moi, j'ai toujours mon Google Note à portée de main et chaque fois que j'ai une idée sur n'importe quel sujet, je la note pour ne pas l'oublier parce que les idées arrivent, comme je disais, C'est quoi que dans tu utilises? Google Keep. Google Doc, tu veux dire? Google Keep, ouais. Non, Google Keep. Google Ok. Keep Notes. Voilà. Et voilà, c'est. Et sinon savoir bien s'entourer, quoi. Savoir bien s'entourer. C'est pour moi c'est mes secrets. Je vais pas citer des outils parce que les outils sont adaptés finalement aux gens qui l'utilisent, quoi. Et ça évolue tellement très vite dans cet univers. Je pense que si je dois résumer, c'est vraiment un, la passion, et deux, si vous avez une idée, essayez de vous lancer, quoi. Vaut mieux n'avoir que 5 idées et avoir testé 2, 3 d'entre elles que d'avoir une centaine d'idées et changer au quotidien, quoi. Si vous avez une idée, essayez d'être assez persistant. C'est souvent ce qui manque à la plupart des personnes. Et je pense que Guy, toi comme moi, enfin, si on a participé à Agrovision, c'est parce qu'on avait déjà eu l'idée de vouloir faire quelque chose dans l'agriculture, quelque chose pour le continent. L'opportunité s'est présentée. On aurait pu se dire, mais c'est 50 autres personnes, on ne les connaît pas. Peut-être ils vont nous escroquer notre argent. On s'y connaît pas en agriculture. Il y avait toutes les raisons possibles pour ne pas le faire. On l'a quand même fait. Et ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est de tenter, c'est d'aller au bout de ses idées. Toutes ne seront pas forcément des succès, mais même on apprend autant des échecs finalement que des succès. Ça fait très cliché quand je dis ça, mais je le dis par expérience, pas parce que je l'ai lu quelque part. Non, c'est réel, hein. Moi, je partage complètement. Tu vas faire 10 000 choses, tu vas foirer peut-être, je sais pas, 999, et il y aura l'idée qui va, qui va tout changer dans le cours de l'histoire. Mais pourquoi? Parce que tu auras appris de tout ce que tu as raté précédemment, et Tout au à fur et à fait, mesure, tu vas itérer et t'affiner et être aborder les choses de façon plus chirurgicale, quoi. tout à fait, tout à fait. C'est top. Alors, on est déjà à près d'1h12. J'ai même pas senti le temps passer. Et c'était improvisé. Et c'était Et c'était improvisé. improvisé en plus. Ouais, j'espère que ça sera pas trop bizarre, j'espère que ça sera pas Non, trop tu, bizarre à écouter quand tu même. es un excellent intervieweur, Guy. T'inquiète pas. Merci. Ben, je vais encore te poser les questions que je pose généralement à la fin, les 3 questions de fin. Si on revenait 17 ans en arrière, tu as dit que tu avais 7 ans, Oui. et que tu rencontrais la petite jeune Nelly, et tu devais lui donner un conseil, que lui dirais-tu? Je lui dirais, ne change pas. You are enough. C'est-à-dire, tu es assez. Ne change surtout pas. Mets toujours ta priorité, ce sont les personnes, c'est les relations humaines que tu construis, parce que c'est ce qui va te porter sur son lit de mort et sur ton lit de mort et c'est c'est tous les blessings, comme on le dit en français, c'est toutes les bénédictions finalement que tu vas engranger et qui te permettront de construire que ce soit une belle carrière dans les sociétés ou dans l'entrepreneuriat ou autre. Donc ne change pas.
je suis la bonne voie. Top. Et est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Je pense à 2 livres en particulier, que je recommande souvent. Le premier qui s'appelle, Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, qui a été écrit par, Daniel Kahneman, prix Nobel, de l'économie en 2002. Et en gros, en Mhm, fait, c'est un bouquin qui définit les 2 systèmes, qui régissent notre façon de penser, de prendre des décisions. Le système 1 qui est beaucoup plus rapide, émotionnel, intuitif, et le système 2 beaucoup plus lent, réfléchi, logique. Donc la théorie finalement du bouquin, c'est de nous aider à prendre du recul sur la rationalité supposée de toutes les décisions qu'on prend au quotidien. Le deuxième livre, a été rédigé par Malcolm Gladwell. Il y a plusieurs de ses bouquins, enfin tous ses bouquins j'adore, mais celui que je vais recommander s'appelle Tous Winners, comprend les logiques du succès. Et en fait, si je résumais en une question, c'est de demander quels sont les points communs entre Mozart, les Beatles et Bill Gates. Le point, c'est de se dire que le talent ne fait pas tout, mhm. et les prodiges, souvent doivent leur succès à des facteurs autres que le talent pur, la famille, les circonstances, voilà, tous ces facteurs extérieurs qui contribuent au succès. Et ça me fait penser à un adage que j'aime bien, qui dit les talents se trouvent partout, mais les opportunités, pas trop. Voilà. Donc c'est une belle promesse aussi pour nos jeunes Africains qui sont pétris de talent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités que leurs congénères à l'Occident. Voilà. Ah, top. On va mettre bien sûr les liens en commentaire. Je vais chercher sur Amazon. Qu'est-ce que tu fais? Il pose souvent cette question chez Facebook en interview. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Ouais. Je rappelle que Douglas, il m'a dit, mais Guy, je n'ai pas peur. Je fais déjà ce que je ferais si j'avais peur. Donc, Ouais, 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 ouais. Non, mais je pense que tout ce que je fais, finalement, donne un peu converge un peu vers la même réponse que ce que Douglas a apporté, parce que euh, justement, je fais des choses parce que je ne pense pas qu'elles sont impossibles. Euh, et, euh, et je pense que je me suis tout permis. J'ai eu à faire des transitions où je laissais euh, des jobs super bien payés, toujours dans ma zone de confort. Le fait qu'à chaque fois que j'entre dans ma zone de confort, je repars dans l'inconfort, montre à quel point, peut-être c'est l'amour du risque. Je ne sais pas si c'est l'absence de peur ou l'amour du risque, mais c'est juste l'envie de grandir, quoi. Donc je pense que j'ai peur. Je peux pas dire comme je que j'ai pas peur. Je pense que j'ai peur, mais ma passion de grandir, d'apprendre, d'appréhender le monde de la manière euh, la plus large possible, et supplante de très loin cette peur que je peux avoir au quotidien. Et quand je suis obsédée par ça, par cette envie de grandir, d'apprendre diverses choses, de connaître, d'engranger du savoir, de rencontrer de belles personnes, en général, si je mets ça, voilà, sur une balance avec ces petites peurs, ces petites frayeurs qu'on peut avoir au quotidien, ça les supplante de 10 000 milliards de façons, quoi. tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Ça m'a fait penser à un très grand entrepreneur. Peut-être tu connais Jacob Abou, français. Je crois d'origine, je ne sais pas si c'est marocain peut-être. Il a D'accord. notamment il possède des journaux comme je crois le journal de l'auto. Il possède, il est dans le top du top. Et lui, il dit que à l'époque, euh, il a réussi parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Donc, ouais. Voilà. Mm. Donc ça résume totalement. Non, mais Il c'est savait ça. pas que Tout à fait. cette naïveté de savoir. Il n'avait pas tout simplement le choix. Il a fait les choses et il n'avait pas
cette réflexion analytique, par exemple, des gens qui sont déjà peut-être en entreprise et qui évoluent en Bien carrière, qui ont sûr. plus de difficultés de sortir de cette zone de confort par rapport à quelqu'un qui, lui, il n'a pas le choix, il ne sait pas si c'est possible ou c'est pas possible, il le fait tout simplement. D'ailleurs, Guy, je vais te relater une anecdote. Et j'ai eu une mentor dans mon programme à HEC qui, une fois, bien après que j'ai fini le programme et que je sois déjà insérée professionnellement et à des plus hauts niveaux, elle m'a fait cette réflexion de me dire, Nelly, quand je t'entends parler, quand je t'entends me décrire le next step dans ta carrière, j'ai l'impression que tu n'as pas conscience que tu es une femme noire africaine en France. Je dis, mais oui, C'est je vais dire, c'est un très ouais, bon mais parallèle. C'est exactement ce voilà. que Abou Jacob, c'est Donc, exactement ça. Ouais. voilà, Tu n'es pas consciente en et fait en de fait, cette c'est réalité ça, que c'est ça, 99% c'est ça. de la population euh, C'est ouais, ça, c'est ça, ouais, ressent. Donc, du coup, comme je ne l'ai pas conscientisé comme ça ne devient pas un frein. ouais. Alors que, bien évidemment, je suis pas naïve, hein, mais voilà, ça devient pas un frein. Et cette anecdote, finalement, résume assez bien mon état d'esprit au quotidien. Ouais, c'est top, c'est top. Nelly, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, sur ton incubateur? Est-ce qu'il y a un site déjà qui est en place? Oui, on va mettre le lien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Twitter, parce que la page Twitter, enfin, à mon fil Mhm. d'actualité Twitter, parce que je tweete énormément sur pas mal de sujets, pas mal de passions, crypto-monnaie, intelligence artificielle, Africa Tech. Donc, on mettra aussi les liens, j'imagine, Bien et sûr. surtout 10 000 codeurs. Abonnez-vous à 10 000 codeurs. On ne manquera pas, on ne manquera pas. Nelly, j'ai encore Tout à fait. quelque chose pour toi avant qu'on ne se sépare. C'est vrai que je n'ai pas préparé l'émission, mais vu que ça entre dans tout ce qu'on a abordé et dans les défis auxquels tu seras confronté dans les prochains mois et les prochaines années par rapport à tes projets, c'est le même bouquin que j'ai remis. Tu sais que tu connais le concept de l'émission. J'offre un bouquin à chaque invité à chaque fois à la fin de l'émission. Et Zedon, c'est le même bouquin Oui. que j'ai envoyé à Douglas. C'est un bouquin de Guillaume Declercq et Baodine. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas Il, du tout. il Je vais présente découvrir. les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Ils sont là à la rencontre de tous ces mastodontes, que ce soit euh, le mec de comment ça s'appelle les trucs de covoiturage là Blablacar. Blablacar, Airbnb ou ils sont là ils sont allés rencontrer tous ces mecs là et ils ont fait une sorte de brainstorming de tous ces types de production et ils ont sorti un bouquin qui s'appelle La 25e heure. Je pense que tu vas l'adorer et puis ça pourra potentiellement t'aider dans tes différents projets que tu es en train de mettre en place quoi. C'est génial. Mille merci, Guy. Et la la passionnée de bouquins, de lecture que je suis, va essayer de trouver du temps dans ces 24 heures La 25e pour heure, ça pouvoir... s'appelle. Ça veut dire, c'est ça, ils ont exactement. créé C'est ça. bien nommé. C'est bien nommé. C'est bien nommé. C'est un beau clin d'œil. Ah, c'est top, c'est top. Donc, merci encore pour ce podcast improvisé, je rappelle encore. Et puis, j'invite tout le Tout à monde. fait. Pardonnez-moi déjà d'avance pour les blablabla. Voilà, c'était improvisé. On l'a fait en freestyle, en mode En mode débrouillard. débrouillard. C'est le but. Merci encore, Nelly, et à très vite. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com.
Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.